Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième matinée des conférences Cecobois. Mon nom est Simon Bellavance, conseiller technique chez Cecobois et je vous présenterai l'horaire de la journée. Aujourd'hui, nous avons un programme très varié qui débute avec la présentation de Patrick Lavoie, chercheur senior chez FP Innovation, qui nous offre une présentation à saveur environnementale qui s'intitule « Lutte au changement climatique par l'entremise du bâtiment, des opportunités tout au long du cycle de projet ». Pour la deuxième session, nous poursuivons avec le premier panel des conférences Cecobois. Nos experts Ivanka Yordonova, professeur à l'ETS, Julien Jean Charland de CIMA+, Eli Gould du QWeb et Bruno Verge de Boone Architecture discuteront de comment le BIM peut aider à la préfabrication. Je vous mentionne que le panel se tiendra partiellement en anglais. En parallèle, nous aurons une conférence sur l'aérogare de Chibougamau par Sami Tanouri de Evoque et Philippe Brisebois de SNC-Lavalin. Une conférence conjointe ingénieur-architecte pour ce petit projet au grand défi. La troisième session sera offerte par Walton Chan et Michael Szabo de Diamond Schmidt Architectes qui présenteront une étude de cas sur le Smart VMC Bus Terminal de Vaughan en Ontario. C'est un projet qui se distingue par sa forme particulière et qui s'est mérité plusieurs prix au Canada. Je vous mentionne que la présentation se tiendra en anglais. En parallèle, Jean-Philippe Carrier de L2C, expert conseil, présentera deux concepts de gymnase, celui de l'école de Saint-Samuel de Horton et celui de l'école Saint-Christophe. Ces deux exemples d'une judicieuse utilisation d'une structure mixte en bois massif et en ossature légère en bois. Je vous rassure, si jamais vous avez manqué une conférence à laquelle vous désiriez assister, sachez que les conférences seront disponibles en rediffusion jusqu'au 31 mars. Nous essayons de les rendre accessibles le plus rapidement possible, mais il se peut qu'il y ait un délai de quelques jours avant de les voir apparaître sur notre site Web. Avant de céder la parole à Patrick, je vous rappelle qu'il est important de bien vous identifier à votre nom dans l'application Zoom. Ce sera notre unique manière de vous identifier afin de produire vos attestations de participation. De plus, je vous rappelle qu'il sera possible de poser vos questions à la fin de la session. Utilisez le chat ou la fonction main levée pour nous signifier que vous avez une question. À votre tour, nous activerons votre micro et vous pourrez directement poser votre question. De plus, vous pouvez en tout temps changer de salle. Il suffit de cliquer sur le lien dans la page d'accueil. Comme je le disais au tout début, la première conférence de la journée est à saveur environnementale. Patrick présentera 5 études récentes réalisées chez FP Innovation qui ont tous comme point commun la lutte au changement climatique. Sans plus attendre, Patrick, je te cède la parole. Bonjour, mon nom est Patrick Lavoie, je suis chercheur chez FP Innovation et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir présenter en fait certains des travaux que moi et mon équipe avons réalisés dans le cadre d'une initiative financé par le ministère des Forêts, Faune et Parcs, par l'entremise du Fonds vert. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, en fait, c'est le résultat de 5 projets qui ont été complétés dans les dernières années. Vraiment que vous comprendrez qu'en faisant un survol comme ça, on va toucher à certains éléments des projets. Ce que j'ai essayé de faire dans le cadre de la présentation et d'un peu de développer une histoire à l'aide de ces 5 projets-là. Et évidemment que si vous avez plus d'intérêt, des questions, on a beaucoup plus de travaux qui ont été faits sur chacun de ces thèmes-là. Au niveau du contenu de la présentation, j'ai organisé la présentation autour de 3 principaux points. Donc, tout d'abord, je vais présenter un petit peu de contexte en lien avec les bâtiments et les gaz à effet de serre. Ensuite, je vais parler des bâtiments à haute efficacité énergétique via un cas d'étude. Ensuite, le gros de la présentation va vraiment porter sur les matériaux et le volet éco-conception des bâtiments. Puis, je vais vous laisser en fait conclure cette présentation-là avec des grands constats et conclusions qui pourront mettre la table pour une période de questions et réponses par la suite. Donc, au niveau du contexte, en fait, plusieurs d'entre vous êtes certainement au courant que le Québec s'est doté de cibles ambitieuses en lien avec les gaz à effet de serre, les changements climatiques. Dans son
sa plus récente politique sur l'économie verte, le PEV. Québec vise maintenant atteindre des émissions net zéro d'ici l'année 2050. Évidemment que en fait, cet objectif-là, en fait, se calque sur les émissions de gaz à effet de serre de la province qui sont répertoriées dans l'inventaire de gaz à effet de serre de la province. Donc, ce qu'on voit à droite ici, c'est la répartition des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Donc, si les données sont pour 2017, mais en fait, la répartition a peu changé depuis. Même chose pour le niveau d'émission. Donc, on est toujours aux alentours de 80 mégatonnes par année. Donc, les actions qui sont priorisées actuellement, en fait, on mise beaucoup sur je dirais, des réductions dans le secteur du transport, dans le secteur industriel et le secteur du bâtiment, ici, qui est surligné en rouge, avec 10 %. Donc, au total, donc, on parle d'à peu près 85 % des émissions provinciales, en fait, dans ces trois secteurs-là. Donc, ça laisse présager un certain rôle pour le bâtiment. Et il peut être intéressant, en fait, de constater que, en fait, de préciser que lorsqu'on parle du bâtiment, dans le cadre de l'inventaire de gaz à effet de serre, bien évidemment, le bâtiment en fait référence aux émissions qui sont en lien avec l'utilisation d'énergie dans le bâtiment et non pas les matériaux. Donc, lorsqu'on parle du bâtiment dans l'inventaire, dans les cycles de gaz à effet de serre, on parle vraiment des émissions d'énergie d'opération. Donc, on voit les étapes de cycle de vie du bâtiment, de l'extraction des ressources jusqu'à la fin de vie. Donc, l'inventaire bâtiment traite de l'énergie d'opération. Les émissions qui seraient attribuables à la fabrication des matériaux utilisés dans les bâtiments, bien, elles sont répertoriées du côté manufacturier, donc dans l'industrie. Évidemment que lorsqu'on regarde l'empreinte des matériaux, bien, comme on est dans une perspective dans l'inventaire de production, donc d'émissions de gaz à effet de serre, bien, tout matériau serait importé, en fait, serait en quelque sorte carboneux, ce qui amène une certaine distorsion là, dont il faut tenir compte lorsqu'on regarde les produits forestiers et le bâtiment de manière générale. Oups. Donc, premier projet, en fait, ça vient un peu mettre la table, ce contexte-là, en fait, pour parler d'efficacité énergétique dans un contexte québécois. Donc, le premier projet dont je vais vous parler, en fait, c'est un cas d'étude de la bibliothèque de Varennes que j'ai réalisé avec mon collègue Jules Bastien et plusieurs partenaires, dont la ville de Varennes, la firme BES, le bureau d'études spécialisé, Dominique Laroche, architecte, Roy et associés, Calmet et Stantec. Et donc, comme je le disais, c'est un cas d'étude. On a regardé la bibliothèque de Varennes, qui était un des premiers bâtiments institutionnels net zéro au Canada. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire net zéro concrètement? C'est un bâtiment à consommation énergétique annuelle net nulle. Donc, en français, ce que ça représente, en fait, c'est que sur une base annuelle, le bâtiment produit autant d'énergie qu'il en consomme. Le bâtiment pourrait consommer de l'énergie en hiver et rembourser cette consommation-là en période estivale, lorsqu'il produit plus d'énergie. Donc, l'objectif ici, c'était de comparer différents bâtiments et d'évaluer, en fait, la place des matériaux dans la construction à haute efficacité énergétique pour voir si les matériaux avaient quelque chose à offrir. La méthode qu'on a employée, en fait, c'est une analyse de cycle de vie. Donc, sans aller dans les détails de la méthodologie, en fait, donc on regarde vraiment les émissions intrinsèques, donc l'empreinte carbone des produits en amont, pas simplement la consommation d'énergie. Puis on étudie 4 scénarios. Donc, le bâtiment tel que construit, qui est un bâtiment en structure acier dalle de béton. Donc, c'est une conception net zéro. Et les moments où on avait des données pour ce bâtiment-là, en fait, à ce moment-là, on produisait 79 % de ses besoins d'énergie, donc qui était légèrement déficitaire. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était les données qu'on avait, donc c'est avec qu'on avait travaillé. On a également comparé ce bâtiment-là tel que construit avec un bâtiment conventionnel. Donc, toujours un bâtiment en structure, avec une structure en acier. Une isolation, par contre, qui est moindre, donc selon la norme HVAC 90.1.
Le troisième scénario est un scénario bois. Donc, toujours un bâtiment net zéro, donc qui atteint 79% de ses besoins d'énergie, il faut que ça soit comparable. Structure en bois massif, donc c'est ça, structure en bois massif. Et on a également un quatrième scénario qui est toujours une structure en bois massif avec plus d'éléments en bois et qui rencontre plus que ses besoins d'énergie grâce à l'utilisation de panneaux de nouvelle génération. Donc, les résultats, en fait, ont été un petit peu surprenants. En fait, lorsqu'on regarde l'axe Y, donc l'axe vertical, indique des impacts. Donc, plus élevé, moins bon aussi. Donc, on voit des émissions ici, en fait. Donc, ce sont des résultats relatifs. Et ce qu'on voit ici, c'est un peu surprenant. Je le disais. On voit que le bâtiment tel que construit, donc le bâtiment net zéro, en fait, aurait des impacts plus élevés que les autres bâtiments. Donc, ça a été une surprise pour nous. C'est des résultats là, qui sont sur 60 ans. Et on regarde un seul indicateur, soit celui du réchauffement climatique. Donc, on peut voir ici, en fait, que lorsqu'on regarde le bâtiment conventionnel, à peu près 85% de l'impact, le bâtiment en bois, à peu près 90%, et le bâtiment bois plus, à peu près 50% des impacts. Évidemment que la contribution des matériaux là-dedans, ben, elle est présente. On la voit bien à la prochaine diapo, en fait. On voit la répartition, si on veut, des impacts par étape du cycle de vie. On voit les matériaux, quand même, jouent un rôle assez important pour chacun des bâtiments. Donc, on parle à peu près, je vais de mémoire, là, je pense que c'est à peu près entre 45 et 65% des impacts sur le cycle de vie, du point de vue réchauffement climatique, sont attribuables à la production des matériaux et à leur remplacement sur le cycle de vie. Donc oui, l'énergie est importante, mais les matériaux ont un gros rôle à jouer dans l'empreinte carbone de ces différents bâtiments. Oups. Juste ici. Prochaine diapo. Donc, si on regarde les deux graphiques à droite, donc celui du haut, en fait, présente les impacts attribuables aux matériaux. Celui du bas, les impacts attribuables à l'énergie d'opération. Donc, on voit que les matériaux, évidemment, oui, ont une grande importance. On le vu à la prochaine diapo. Mais on voit quand même que si on se compare à notre bâtiment conventionnel, donc la différence n'est pas tellement grande. Le bois, par contre, permet de réduire l'empreinte, si on exclut l'énergie d'opération, permet de réduire l'empreinte carbone du bâtiment entre 10 et 50%. Donc, il y a rien à aller chercher de ce côté-là. C'est le résultat qu'on avait vu tantôt avec une augmentation, en fait, des émissions, des émissions plus élevées, par contre, pour le bâtiment net zéro, mais en fait, s'explique en grande partie par l'empreinte carbone, le poids carbone du kilowattheure produit sur site à partir de panneaux photovoltaïques. Donc, de manière simple, en fait, chaque kilowattheure qui est produit sur le site a une empreinte qui est 4 fois plus importante qu'un kilowattheure, en fait, issu de la grille hydroélectrique. Donc, c'est ce qui a beaucoup, en fait, influencé les résultats. Donc, si on regarde toujours sur le graphique du bas, en fait, le scénario bois plus, on voit que l'énergie d'opération est beaucoup moins émettrice, donc toujours à 50% ici. Ça s'explique du fait qu'on a des panneaux qui sont plus efficaces ici pour produire notre énergie d'opération. Vraiment que ça nous renseigne un petit peu sur les implications de bâtiments à haute efficacité au Québec. On s'est projeté un petit peu dans d'autres contextes, donc en effectuant des analyses de sensibilité régionales. Donc, à gauche, on voit une analyse dans un contexte ontarien, à droite, dans un contexte albertain. Et on voit qu'à ce moment-là, dans ces contextes-là, où on a une part importante, 17% et 92% respectivement, ben, le bâtiment net zéro peut avoir sa valeur, si on veut. Donc, au Québec, ben, c'est peut-être moins évident de le justifier. Donc, évidemment qu'au Québec, on s'est comparé avec un bâtiment qui était opéré à l'hydroélectricité, dans un contexte où on aurait utilisé, par exemple, un approvisionnement énergétique à partir de gaz naturel.
on voit une réduction des émissions quand même près de l'ordre de 30 %. Donc, je le mentionne à titre indicatif, mais ça laisse présager qu'au fur et à mesure que notre, en fait, j'ai juste Electricity Grid, mais où les mix énergétiques vont évaluer pour justement dans un contexte de net zéro que les bâtiments, les matériaux en fait prendront de plus en plus d'importance à l'échelle mondiale, donc en dehors du Québec. Oups. Donc, le premier projet qui traitait un petit peu plus d'efficacité énergétique. Ensuite, on va se tourner vers des projets en fait qui portent davantage sur les matériaux et le rôle de l'éco-conception dans l'atteinte de bâtiments à faible empreinte carbone. Donc, ici, ce qu'on voit, en fait, c'est, je vais vous présenter rapidement les résultats d'une étude, d'un cas d'étude, en fait, sur un bâtiment de grande hauteur en bois, le bâtiment Arbora C, donc, que plusieurs d'entre vous connaissez. Donc, encore une fois, on a réalisé une analyse de cycle de vie comparative de 2 bâtiments. Un premier cas, bois, en fait, donc le bâtiment actuel, qu'on a comparé avec un bâtiment hypothétique, en fait, fonctionnellement équivalent en béton. Je vais revenir sur pourquoi on utilise ce terme-là tantôt. Au niveau de la portée, c'est toujours ce qu'on appelle une portée cradle to grave, donc berceau au tombeau. Donc, on couvre l'ensemble du cycle de vie. On regarde la structure et l'enveloppe. On inclut également la production de déchets sur le site. Les fins de vie considérées sont de l'enfouissement et de l'incinération. Puis, on exclut certains modules là, qui étaient soit communs, qui étaient un petit peu moins importants, de même que les finitions intérieures. Donc, le cas d'étude, c'est un cas qui est bien connu, donc un bâtiment de près de 150 pieds carrés, 8 étages, commerciaux au rez-de-chaussée, et un résidentiel sur les étages supérieurs. Peut-être une chose à mentionner, c'est que, évidemment, dans le but là, de garder le focus sur le bâtiment, on a également exclu le stationnement, qui a sûrement utilisé des quantités impressionnantes là, de béton et qui aurait potentiellement été commun aux deux bâtiments. Je passerai pas en détail, en fait, les particularités de chacun des bâtiments. Simplement, peut-être juste mentionner, en fait, que dans le cas du bâtiment en bois, en fait, des choses qui nous étaient apparues apparentes, en fait, en développant un concept de bâtiment équivalent en béton, en fait, c'est que le bâtiment en bois utiliserait plus de gyps, utiliserait des portes en acier, des plafonds pour laisser passer de la tuyauterie, isolation acoustique additionnelle, des isolants de toiture, et je dirais, il y avait certaines petites différences comme ça qu'on a dû adapter, en fait, pour avoir des bâtiments qui étaient équivalents. Du côté du bâtiment béton, en fait, on est allé avec les pratiques normales de l'industrie en évaluant en fait, les quantités de béton et d'armature qui seraient nécessaires pour faire un bâtiment là, qui aurait le même niveau de performance pour un bâtiment de ce type. Au niveau des résultats, en fait, sont toujours présentés de manière relative. Ici, vous voyez les indicateurs, là, je dirais, typiques qu'on verrait, par exemple, dans une déclaration environnementale de produits ou dans des analyses cycle de vie qui portent sur les bâtiments. Donc, moi, je vais vraiment concentrer là, le propos sur le premier indicateur, qui est le réchauffement climatique, en fait. Donc, on voit ici, en fait, que le bâtiment en bois, en fait, aurait une empreinte là, qui serait à peu près 20% inférieure à celle du bâtiment en béton. Donc, ça permet d'éviter à peu près 1750 tonnes équivalent de CO2. Du côté du bâtiment en bois, en fait, les impacts viennent principalement, sont attribués principalement à l'utilisation d'acier et d'aluminium. Donc ça nous a amené différentes réflexions que je vais vous présenter tantôt. Et également du côté du béton, bien évidemment que l'acier et l'aluminium sont présents, tout comme le ciment, en fait, le béton. En fait, qui également a contribué pour beaucoup de l'empreinte carbone de ce bâtiment.
Alors, toujours une fois, en fait, on voit bien là, que les matériaux sont très importants dans le contexte en fait, des deux bâtiments, que ce soit le bâtiment en bois qui est représenté en haut, le bâtiment en béton représenté en bas. Donc, à peu près les 2 tiers en fait, des impacts sont attribuables aux matériaux. La partie opération, donc à peu près un quart des impacts, donc 27%. Je pense qu'on parle de 22% pour le bâtiment en béton, où les matériaux prennent un petit peu de place relativement parlant. Et fait notable, je sais que des fois, il y a une préoccupation pour justement avoir soit des bâtiments qui justement sont approvisionnés localement, donc le module A4, par exemple, au niveau du transport, ou des bâtiments, par exemple, où la fin de vie est peut-être plus avantageuse. Donc, ça, c'est relativement des étapes qui contribuent moins, si on veut, à l'empreinte carbone de ces deux bâtiments. Au niveau des résultats, toujours si on creuse un petit peu, nos impacts, en fait. Donc, pour le bâtiment en bois, c'est intéressant de noter que lorsqu'on regarde l'empreinte ou la contribution, si on veut, de notre structure dans l'ensemble de notre bâtiment, donc la structure représente à peu près 35% de notre empreinte carbone, alors que du côté béton, la structure, elle, joue à peu près 79% des impacts. Donc, c'est assez intéressant de constater à quel point, du côté bois, au fur et à mesure où on vient, si on veut, ajouter une enveloppe au bâtiment puis faire la finition du bâtiment, en fait, on vient un peu diminuer l'avantage qu'on a avec le bâtiment bois. Toujours quelque chose dont je vais vous parler un petit peu plus dans les prochaines diapos. On a cherché à valider un petit peu la robustesse, je dirais, de ces résultats-là, en faisant différentes analyses de sensibilité. Donc, j'en présente quelques-unes ici. Donc, compte tenu là, du poids de l'acier dans notre bâtiment, on a évalué ce que ça pourrait représenter de remplacer les colombages ou les montants en acier par des montants en bois. Donc, c'est ce qui est représenté dans le graphique à droite. Donc, une diminution d'à peu près 11% de notre empreinte carbone. L'utilisation de superficies de plafond comparables a affecté un petit peu l'empreinte de notre bâtiment béton. On a fait augmenter les émissions de 1 à 6% selon le type de plafond qu'on a utilisé. En fait, la hauteur en fait, entre les étages différait un petit peu. Donc, en faisant cet ajustement-là, ben, ça vient faire augmenter un petit peu les émissions du bâtiment de béton, toujours encore un 5% qu'on va chercher de ce côté-là. Et finalement, en faisant une analyse de sensibilité sur les volumes de béton et d'armature qui sont utilisés, parce que je l'ai mentionné tantôt, c'était des bâtiments avec le bâtiment emborassé, on s'est rendu, c'était un bâtiment qui a été construit, donc on était beaucoup plus loin dans le travail de conception. Avec le bâtiment en béton, c'était vraiment une estimation un peu haut niveau, donc on évaluait un peu ce que ça voudrait dire de changer les quantités à la hausse ou à la baisse. Donc on parle d'une variation des impacts de l'ordre de près 8%. Donc ça nous laisse croire finalement que cet écart-là de 20% dans notre analyse de vie comparative serait relativement fiable. Donc, ce serait quelque chose qui tiendrait la route, comme on dit. Donc, en constatant, en fait, la contribution des différents matériaux, des matériaux aussi qui sont non bois à notre empreinte carbone de bâtiment, dans le même cas d'étude, on s'est questionné, en fait, dans un autre projet, le projet Fonds vert 5, en fait, d'évaluer qu'est-ce que ça voudrait dire plus tard dans des contextes de Code national du bâtiment à venir. Donc, le Code national 2020 était déjà en révision ou en développement au moment où on faisait réaliser ce projet-là. On s'est également projeté un petit peu dans le futur en imaginant ce que le Code 2025 pourrait permettre. Donc, en étant davantage axé sur la performance et sur des essais et en fait des valeurs tirées d'essais techniques. Et puis finalement, ce qu'on a fait, c'est on s'est questionné en fait sur qu'est-ce qui pourrait être fait dans un concept, dans une approche d'éco-conception, en fait, pour diminuer davantage en fait l'empreinte carbone de notre bâtiment. Donc, on a identifié différentes opportunités d'amélioration qui auraient pu être mises en œuvre ou qui pourront être mises en œuvre dans un futur proche.
Et ce qu'on a, en fait, on en voit différentes ici, c'est un petit peu petit de mon côté, mais l'utilisation, par exemple, le remplacement de la chape sèche, on a des murs rideaux en bois, on a des changements au niveau des revêtements extérieurs, on a l'utilisation moindre de gyps, qui n'a pas été si facile à réaliser, en fait, pour différentes raisons. L'utilisation de colombage en bois dans les cloisons extérieures ou les murs, en fait, les cloisons intérieures et les murs extérieurs et autres. Et finalement, lorsqu'on fait la somme des différentes options qu'on a regardées, en fait, c'est possible en fait de réduire l'empreinte carbone de notre bâtiment en bois d'un 20% additionnel. Donc, au total, ça nous permet d'atteindre une réduction d'à peu près 35% par rapport au bâtiment en béton. Donc, c'est quand même assez intéressant de constater en fait que en évaluant en fait notre bâtiment au stade de la conception, bien, on peut aller chercher en fait différentes méthodes, différents moyens en fait de valoriser le rôle du bâtiment dans la lutte au changement climatique. Vraiment que on peut également travailler, je dirais, sur la fin de vie de nos bâtiments. Donc, ça, c'est les deux derniers projets que je vais vous présenter rapidement. Porte en fait sur la conception pour la démontabilité et l'adaptabilité, donc CPDA, d'une part, et sur le relâche en cascade. Donc, dans un cas, en fait, on regarde plus le volet en amont, donc qu'est-ce qui est possible de faire pour faire de l'éco-conception en amont, et finalement, comment gérer la fin de vie des bâtiments et des matériaux en aval. Donc, c'est un projet en fait d'envergure en fait, qu'on a réalisé avec plusieurs partenaires. Toujours mon collègue Dieudonné Bâti, ainsi que Camille Laflamme, étudiante de l'Université de Sherbrooke. Donc, on a en fait développé différents scénarios, toujours, pour appliquer, si on veut, les principes, les concepts de la conception pour la démontabilité et l'adaptabilité. En fait, avec différents partenaires, donc STG Architecte, RDR Structure, L2C, la SHQ, le Centre de transfert de technologie en écologie industrielle, 3R MCDQ, le MFFP, le Recyc Québec également qui a contribué à différents ateliers de création, en fait, d'idéation, pour trouver des concepts qui permettaient de mieux gérer peut-être la fin de vie de nos bâtiments. Donc, on a identifié 3 scénarios, puis on les a comparés sur 2 échelles temporelles. Donc, c'est un petit peu petit ici, mais donc, en haut, on voit une première comparaison sur 60 ans. Donc, on a comparé notre scénario de référence sur 60 ans versus un scénario de préfabrication et un scénario matériaux. Dans la prochaine diapo, je vais vous expliquer, en fait, dans les prochaines diapos, je vais vous expliquer en quoi consistent ces scénarios-là. Et dans un deuxième temps, donc dans une deuxième comparaison sur plus long terme, on a comparé un scénario de référence sur 120 ans avec un scénario d'adaptabilité, donc un scénario qui permet à la 61e année de convertir un bâtiment pour en faire une utilisation en fait pendant 60 autres années dans une utilisation différente. Donc, ici, on a un bâtiment PAL 6, en fait, que plusieurs d'entre vous connaissez ça, sans doute. Un bâtiment de logement social ici, qui pourrait ici être en fait converti en édifice à bureau. Donc, du côté du scénario adaptabilité, ici, on a augmenté les contraintes de charge au plancher. On a changé le sens des solives et on a diminué et placé différemment les murs de refend. On a doublé le contreplaqué dans les murs de refend et on a également augmenté la résistance aux contraintes gravitaires et en cisaillement. Du côté des concepts de préfabrication, mais ici, il y a eu un effort de vraiment standardiser les panneaux muraux par multiples de 4 pieds et de développer un système de connexion réversible. C'est notre deuxième scénario. Et troisième scénario, qui a davantage travaillé au niveau du choix de matériaux, en fait, d'utiliser des matériaux qui soit favorisent le réemploi et ou le recyclage. Donc, ici, on voit un peu notre trame là, et notre plan de bâtiment d'origine. Donc, il y a eu un travail ici de
donc ici, de changer le sens des poutrelles. Donc, le bâtiment original, en fait, avait des poutrelles qui allaient d'est en ouest. Et le bâtiment, si on veut, reconçu, utilise des poutrelles plus profondes, orientées nord-sud, d'une part, et les murs de rafale ont été disposés pour faire en sorte de libérer, en fait, l'espace pour une reconversion future. Premier scénario. Deuxième scénario, ici. Donc, scénario de préfabrication, en fait, où il y a une standardisation des murs. Donc, ici, on voit l'utilisation d'une deuxième laisse basse ici, avec un mode de fixation des murs, en fait, soit intérieur ou extérieur, représenté au bas. Les murs sont ensuite connectés, en fait, au principe de ceinturage ici, avec des bandes en acier, en fait, qui sont fixées sur le chantier et qui peuvent être désassemblées en fin de vie. Scénario matériaux vient changer les matériaux au niveau de la chape sèche, remplacer une partie du gypse, changer le matériau de toiture et utilise un concept de balcon suspendu qui peuvent être désassemblés en fin de vie. Donc, je présente rapidement les résultats. Donc, au niveau des résultats, en fait, ce qu'on voit, la première comparaison sur 120 ans à gauche. Donc, on voit que le scénario d'adaptabilité, en fait, présente une performance environnementale qui est beaucoup avantageuse sur l'ensemble des indicateurs. Donc, on est capable de réduire notre empreinte carbone de près 50% en prolongeant la fin de vie du bâtiment. Donc, au lieu de construire 2 bâtiments, on a construit un seul. On dirait que c'est peut-être évident, mais il fallait faire le travail pour évaluer ce que ça allait donner. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Du côté des scénarios qui sont comparés sur 60 ans, donc scénario 2 et 3, en fait, on voit que le scénario de préfabrication est pas vraiment avantageux du point de vue de l'empreinte carbone. Par contre, c'est très clair qu'il y aurait peut-être des avantages au niveau du réemploi, par exemple, ce genre de choses-là. Du côté du scénario matériaux, on voit une réduction de l'empreinte carbone d'à peu près 9%. Et lorsqu'on vient comptabiliser, si on veut, les impacts du module D, donc de le recyclage, de la production évitée, si on veut, en fin de vie, cette diminution-là s'établit dans un ordre de grandeur de 17 à 17%. C'est la valeur qu'on avait trouvée. Donc, sur les matériaux ici, simplement pour montrer finalement qu'il y a une réduction des émissions qui est attribuable au remplacement du gypse d'à peu près 50 tonnes. Cette animation juste ici, à peu près 50 tonnes de CO2 qui est évité en éliminant le gypse dans les planchers et dans les murs. Donc, dernier projet, rapidement, question de ensuite aller aux conclusions et laisser de la place pour les questions et les commentaires. En fait, un projet qui portait sur la faisabilité technico-économique, en fait, du recyclage en cascade du bois de construction, rénovation, démolition, donc le bois CRD. Donc, on est déjà sur les résultats ici. Donc, la portée du projet, en fait, on dit un petit peu ici, une faisabilité technique, en fait, du recyclage du bois de CRD, une analyse économique des coûts de recyclage de ce bois-là, et le travail principal, je dirais, porté sur l'évaluation des impacts environnementaux du recyclage. Donc, juste en termes de définition, en fait, lorsqu'on parle du recyclage en cascade, on parle du recyclage en étapes successives. Donc, on le voit un petit peu ici en haut à droite. Donc, bien comprendre, on voit au bas, en fait, mon collègue Géraud Essois et Jonathan Lebridge qui ont travaillé aussi sur ce projet-là. On s'est approvisionné en bois CRD. Ce bois-là a été caractérisé. On a ensuite pris ce bois-là, on l'a converti en lamellé collé. Ces lamellés collés-là ont ensuite été convertis en OSB. Et cet OSB-là est ensuite devenu du panneau de particules. Donc, à chacune des étapes, on a cherché à valider les impacts environnementaux, mais également la conformité technique de ces matériaux-là pour évaluer, en fait, la faisabilité
technique de faire ce genre de recyclage. Donc, les résultats sont très intéressants du point de vue empreinte carbone, donc une réduction d'à peu près 60 à 70 de l'empreinte carbone selon le produit qui est évalué. C'est assez intéressant de noter qu'au niveau des performances mécaniques, donc la mélécolée avait un module d'élasticité un petit peu plus faible, ce qui ferait qu'il serait un peu déclassé, si on veut, par rapport à de la mélécolée, je dirais, standard. Donc, ça n'empêcherait pas d'être utilisé en utilisation d'apparence, par exemple, mais ça vient nous renseigner sur le fait qu'il y aura peut-être un travail là, de développement à faire de ce côté-là. Soit ça ou un meilleur tri également. C'est clair qu'actuellement, on travaille avec du matériel qui était déjà, disons, trié. Donc, trié, pas nécessairement pour en faire un réemploi de la nature ou en fait un recyclage comme on a fait. Du côté de l'OSB, en fait, l'OSB qui a été produit, en fait, a atteint les normes de performance de la norme CSA O437. Panneau de particules, mais là, c'est un peu plus mitigé, en fait, du côté du module d'élasticité, module de résistance. On rencontre la norme ANSI. Par contre, la cohésion interne n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être. Donc, ça nous renseigne sur le fait qu'un approvisionnement mixte, donc fait vierge, fibre recyclée serait approprié. C'est déjà quelque chose qui est fait là, dans l'industrie. Donc, clairement, c'est intéressant de ce côté-là. Donc, il me reste quelques minutes, en fait, pour conclure la présentation. Puis, en fait, pour moi, c'était vraiment plaisant de présenter ces projets-là. C'est des projets sur lesquels on a travaillé fort. Mais je trouve que c'est intéressant de faire le lien entre chacun de ces projets-là, en fait. Puis, c'est un peu avec ça que je vais vous laisser, en fait. C'est pourquoi j'ai appelé la présentation « Tirer profit du bâtiment » tout au long du cycle de projet, tout au long du cycle de vie, en fait. Donc, une chose, je pense que vous devriez retenir de la présentation que je viens de faire, en fait, c'est que l'empreinte carbone des bâtiments est en grande partie tributaire des matériaux qui sont utilisés. C'est vrai ailleurs aussi, on l'a vu dans les analyses de sensibilité Ontario, Alberta, mais dans une moindre mesure. Donc, ça, c'est le premier constat. Évidemment, au fur et à mesure que les normes énergétiques vont se resserrer, bien évidemment, l'importance des matériaux va s'accroître. La structure, c'est très important. Ça joue un rôle prépondérant dans l'empreinte carbone de bâtiment, mais l'enveloppe joue un rôle, je dirais, presque aussi important. En fait. Donc, c'est important de se concentrer sur les systèmes, pas simplement sur les matériaux principalement. Et puis, ça vient un peu attirer l'attention sur l'importance de travailler au niveau de la conception. Donc, c'est une chose qu'on a constatée dans le projet, puis qui est sortie de la part des partenaires, c'est que ce travail-là de coordination, de collaboration peut faciliter l'identification de solutions innovantes qui permettent de réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Donc, actuellement, c'est sûr que dans le cas de beaucoup de systèmes de construction en bois, en fait, c'est encore nouveau. Donc, c'est clair que le code est plus restrictif par rapport à l'utilisation de matériaux combustibles. Chose certaine, c'est que ça semble assez clair en fait, à la lumière des projets que je viens de vous présenter, en fait, que se baser sur des essais de performance pourrait permettre de tirer davantage profit des bâtiments dans un contexte de lutte au changement climatique. Donc, on voyait ça. Je vous ramène encore une fois la diapo de contexte. Donc, on sait que le bâtiment, oui, l'énergie d'opération est importante, mais tout le volet manufacturier, donc la manière dont on arrive à utiliser des bâtiments, utiliser en fait des matériaux à faible empreinte carbone, c'est un rôle très, très important du côté du bâtiment. Tenir compte de l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, c'est une stratégie très intéressante de co-conception. Je pense que ça vaut toujours la peine d'être souligné. Dans le cadre du projet sur la conception pour la démontabilité et l'adaptabilité, je pense qu'on a réussi à démontrer que le meilleur bâtiment, en fait, c'est celui qu'on ne construit pas. Donc, toutes les stratégies de flexibilité, de déconstruction, d'adaptation, de rénovation peuvent être très gagnantes, puis peuvent déjà être envisagées au premier stade de conception d'un bâtiment. Puis finalement, en ce qui a trait aux matériaux recyclés, en fait, je pense qu'on associe souvent le bois comme étant un matériau qui est recyclable. Dans la pratique, il s'en recycle du bois,
Donc, clairement, on pourrait augmenter ce taux de recyclage-là, puis ça pourrait contribuer à réduire l'empreinte de nos bâtiments à faible empreinte carbone encore davantage. Donc, tous les incitatifs, la réglementation en lien avec l'économie circulaire, la bioéconomie, bien, clairement, il y a un rôle pour le bâtiment et le bâtiment bois en particulier dans ce contexte-là. Donc, c'est ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Ça m'a fait grand plaisir de vous partager nos résultats de recherche. Puis évidemment, bien, s'il reste du temps, bien, ça me fera plaisir de prendre les questions. Merci beaucoup, Patrick. Très éclairant, très intéressant comme présentation. On salue d'ailleurs tes enfants aussi. Là. Je pense qu'on les a entendus un petit peu pendant la présentation. Là. Donc, ça arrive. On est en télétravail de nos jours. Donc, Patrick est avec nous en direct et on est prêt à commencer la période des questions. Donc, je vous rappelle, si vous avez une question pour Patrick, vous pouvez lever la main ou utiliser le chat pour poser votre question. Donc, ben Patrick, ta présentation, en fait, là, moi, ce qui me frappe le plus, là, c'est qu'on apprécie encore plus l'apport d'Hydro-Québec au Québec. Là, on est vraiment dans un contexte vraiment particulier au Québec. Oui, tout à fait. Puis en fait, un peu pour faire du chemin sur ce que tu soulignes, en fait, Simon, effectivement que le Québec, en fait, nous met dans une situation où on doit encore plus focusser sur les matériaux dans un cadre de lutte au changement climatique, donc souvent dans un contexte, je dirais, de politique ou de réglementation. On a tendance peut-être à vouloir répliquer, en fait, ou imiter ce que d'autres juridictions vont faire. Par exemple, on peut penser à l'Europe, aux États-Unis, ailleurs. Alors que le Québec, du fait qu'on a je dirais un mix énergétique qui est vraiment basé sur l'hydroélectricité, ben, nous met dans une situation où on doit un peu reconsidérer les approches, en fait. Puis à ce moment-là, ben, les matériaux semblent être une manière, là, disons, intéressante de venir réduire nos émissions à l'échelle provinciale, avec la nuance qu'évidemment, ben, si on importe ces matériaux-là, en fait, si, par exemple, on vient remplacer, par exemple, de l'acier ou du béton qui serait importé, ce qui se fait en partie pour certains matériaux plus que d'autres, ben, peut-être que les bénéfices vont moins se manifester. Donc, il y a quand même un travail d'analyse à faire de ce côté-là. Excellent, merci. On a une question dans le chat de Baptiste Giorgio. Il te remercie pour la présentation. Sa question, le bois provenant du CRD pour la fabrication de poutres lamelées collées a dû faire l'objet d'une sélection très stricte tant en termes de dimension, d'état que de contamination. Est-ce raisonnable d'imaginer une filière industrielle de lamelés collés recyclés qui soit économiquement viable tout en ayant la capacité de s'inscrire dans les normes du bâtiment? C'était tellement une question intéressante, en fait, parce que c'est sûr que je l'ai mentionné un petit peu dans la présentation, mais en fait, la matière qu'on a utilisée, c'est pas une matière, en fait, qui était destinée à être recyclée de la manière qu'on a fait. Beaucoup, en fait, du bois de CRD qui est recyclé au Québec et, en fait, issu de la démolition. Donc, on n'a pas nécessairement des pièces qui sont en longueur beaucoup. Ce qu'on voit à l'échelle, je dirais, à l'échelle planétaire, en fait, beaucoup en Californie, un petit peu sur la côte ouest. Et en fait, le développement d'une filière de déconstruction et puis des approches, je dirais, de tri à la source qui sont beaucoup plus poussées. Puis ça, en fait, permettrait de faire peut-être un meilleur travail, d'avoir en fait, un matériau de meilleure qualité pour le recyclage par la suite. Puis clairement, en fait, ce qu'on a fait, nous, à l'échelle laboratoire, ne nous a pas permis, en fait, d'aller chercher un niveau, je dirais, de recyclage qui était très élevé, mais évidemment que c'était tributaire là, de la manière dont cette matière-là a été collectée. Puis évidemment qu'on pourrait beaucoup, je pense, améliorer la performance du produit si on faisait une déconstruction adéquate. Je pense vraiment que ça serait intéressant, puis on le voit à l'échelle planétaire. Puis même au Québec, là, en fait, on sort d'un BALP là, sur la gestion des résidus ultimes, puis toutes sortes de politiques en lien avec ça. Et clairement, il y a une volonté, en fait, de réduire l'enfouissement du bois, puis de favoriser le recyclage. Donc, clairement, ben, on anticipe déjà dans les prochaines années, en fait, que la réglementation va encourager de plus en plus les matériaux à transiter vers les centres de tri, à éviter l'enfouissement.
Donc, c'est clair qu'il y aura des signaux de prix qui vont être envoyés en fait à l'industrie de la construction pour justement favoriser ces approches-là de recyclage. Donc, je pense que je ne veux pas dire que c'est inévitable, mais clairement, il y aura des encouragements pour aller dans ce sens-là. Donc, ce serait possible d'envisager qu'on aurait quelque chose qui serait, je dirais, euh, rentable ou en tout cas où il y aurait un modèle d'affaires en fait qui serait développé dans ce sens-là. Puis juste pour être sûr, là, CRD, ça veut dire quoi? C'est quoi l'acronyme? Oui, construction, rénovation, démolition. OK, parfait. Merci. Ouais. Donc, on a une deuxième question dans le chat de Olivier Do. Bonjour, en partie 3 de la présentation, vous avez comparé un bâtiment en béton à un bâtiment en bois et avez mentionné qu'une grosse différence était que le bâtiment en bois nécessitait plus de gyps et de portes métalliques. Pourquoi les portes métalliques sont nécessaires dans les bâtiments en bois et non dans les bâtiments en béton? C'est une très bonne question. Puis en fait, je vais affirmer d'emblée que je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à cette question-là. C'est pourquoi on a travaillé avec des ingénieurs en structure et des gens qui connaissent mieux le code que moi beaucoup. Ce que je comprends, en fait, c'est la manière dont le Code national du bâtiment, en fait, le CNB 2015, je pense, qui est utilisé au Québec, donc va en fait traiter les matériaux de structure combustible, en fait. Il y aura des exigences qui sont vraiment normatives, en fait, donc de venir préciser quel type de matériaux, si on veut, de finition, seront permis. Donc, dans le cas du bâtiment en bois, ça impliquait, en raison, je pense, avec le caractère, je dirais, innovateur du bâtiment, là, comme c'était je ne vais pas dire le premier, mais un des premiers. Je pense qu'il y a une réticence, en fait, à utiliser là, des matériaux qui seraient combustibles qui pourraient favoriser, par exemple, des événements malencontreux. Exact. Puis je pense aussi, tu as parlé de l'étude d'Arbora. Dans cette étude-là, si je me souviens bien, parce qu'avec la mesure équivalente, là, vu que ça allait au-delà du code, il devait avoir des cloisons à l'intérieur qui soient incombustibles. Donc, c'est des cloisons que vous avez calculées là, en métal ou en aluminium, là, je ne me souviens plus. Mais vous avez fait l'exercice quand même de le calculer si ça avait été permis de le faire en bois. Puis je pense qu'il y avait substantiellement quand même des réductions si on avait pu faire ces cloisons-là en bois. Oui, tout à fait. En fait, sur une réduction là, de l'empreinte carbone du bâtiment qui allait, je dirais, de 5 à 10 en fait, selon la sensibilité qu'on a fait. Puis une des choses qui est intéressante aussi, toujours dans cette perspective-là, en fait, je dirais, du volet prescriptif du code. On anticipe déjà qu'en 2020, le code qui est à paraître, en fait, on va permettre, en fait, de réduire l'utilisation du gyps. C'est une chose qu'on essaie de faire dans notre projet, le troisième projet que j'ai présenté. Puis, en fait, lorsqu'on s'est vraiment appliqué à dire où est-ce qu'on éviterait, en fait, d'utiliser du gyps puis de laisser, par exemple, du bois structural apparent. Dans la pratique, la manière dont le bâtiment était conçu, il y avait énormément d'endroits où on ne pouvait pas le faire, même si techniquement on aurait pu le faire. C'est-à-dire, par exemple, tomber dans des cuisines, dans des douches, dans des espaces communs, par exemple, ce genre de choses-là. Donc, c'était vraiment pas facile à mettre en œuvre, même si, je dirais, théoriquement, ça devrait être permis ou ça sera permis. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Là, on n'a pas d'autres questions dans le chat. Il n'y a pas de main levée non plus. Ah, il y en a une qui vient de rentrer de Jean-Martin. Puis là, je vois juste laisse, 3 petits points. Je les sors, j'imagine. Oui. Si j'ai bien compris, les résultats de la bibliothèque de Varennes, il ne semble pas avoir de gain environnemental d'un bâtiment net zéro au Québec. Les impacts tant intrinsèques qu'opérationnels semblaient plus importants que ceux d'un bâtiment conventionnel. Est-ce que l'emphase sur le net zéro au Québec est contre-productif? Bonne question. Oui, c'est un peu le constat auquel on arrive. Puis en fait, je suis un peu soulevé dans la présentation. Évidemment que la base de comparaison est très, très importante. C'est sûr que nous, on est allé dans un contexte où vous auriez une grande proportion des bâtiments au Québec qui sont, je dirais, alimentés à l'hydroélectricité. Donc, ça a été notre base de comparaison. Si, par exemple, on avait des bâtiments qui étaient alimentés plus au gaz naturel ou au mazout léger, par exemple, ce genre de choses-là, là, il y aura un gain à aller chercher. Évidemment que les politiques poussent beaucoup dans la conversion des bâtiments à des sources d'énergie qui sont, je dirais, plus faiblement émettrices. Ça, c'est d'une part, c'est la base de comparaison.
Puis en lien avec l'aspect, je dirais, contre-productif peut-être de net zéro, ben, je dirais oui et non, en fait. Si vous vous rappelez là, à cette diapo-là où j'avais les matériaux qui étaient sur la partie supérieure à droite, puis l'énergie d'opération au bas, ben, en fait, sur la réduction en fait, du scénario bois plus, on était à 50% à peu près. Donc, pour la partie opération, il y a quand même un gain à aller chercher avec justement les panneaux de nouvelle génération, quand même, qui seraient plus productifs, là, je dirais productifs dans le sens où meilleur rendement énergétique, puis une meilleure durée de vie de ces panneaux-là. Fait qu'à ce moment-là, il y a quand même un petit gain à aller chercher. Mais avec le moment où on a réalisé l'étude, ben, les panneaux qui ont été utilisés dans la bibliothèque, telle qu'elle est construite aujourd'hui, ne permettaient pas ce rendement-là. Par contre, je veux dire, je pense qu'il faut reconnaître en fait la valeur de réaliser un bâtiment comme la bibliothèque de Varennes parce qu'il faut réaliser justement ces projets-là de démonstration pour justement paver la voie pour faire des projets qui seront meilleurs dans le futur. Puis je pense que il y a vraiment une volonté du côté de la ville, justement, d'en faire un cas d'étude, puis d'en faire un bâtiment là, intéressant du point de vue, je dirais, du développement, en fait, des connaissances, puis de l'expertise. Vraiment Excellent. très apprécié. Merci, c'était malheureusement tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Patrick. Super intéressant. Donc, on continue de suivre les travaux de FP Innovation là, sur tous ces sujets de recherche-là. Donc, vous allez maintenant être déconnecté. On vous donne rendez-vous pour la session numéro 2. D'une part, c'est un panel sur la construction BIM et de l'autre part, l'arrêt aux gares de Chibougamau-Chapet. Merci beaucoup à tous et on se donne rendez-vous de l'autre côté.